Bonsoir tout le monde et merci encore une fois d'être venu en aussi grand nombre à ces rendez-vous d'histoire. Je pense, Aline, nous en sommes à notre 10e année. On ne compte pas, mais on sait qu'on en a entre 8 et 10 par année. Ça fait que c'est déjà captivant et on peut vous dire qu'on ne manque jamais, sinon rarement, de sujets. Les gens, d'ailleurs, des autres sociétés historiques ou des gens sont un petit peu, sinon jaloux, très impressionnés, et on l'est nous-mêmes, par les foules qui viennent ici ce soir, d'attirer une fois par mois 200, 250 personnes, parce que c'est ça qu'on a ce soir, pour s'enquérir ou prendre des informations sur notre histoire. C'est très intéressant. La démarche, on peut dire aussi que cette année, 2025 a été faste dans les événements historiques. Rappelez-vous qu'on a mis l'emphase sur le 150e anniversaire de l'émeute de Caraquette et toutes les activités qui ont tourné autour de ça ont été un franc succès. D'abord, précisant la reconnaissance de la Commission des lieux et monuments historiques pour l'événement, ce qui veut dire que très bientôt, on aura une plaque à dévoiler quelque part dans la communauté. Les conférences historiques, les présentations ici, la symphonie Louis Mailloux, la pièce de théâtre le mois prochain qui, je pense, est déjà vendue à guichet fermé, mais là, il y a des supplémentaires qui s'organisent. Sans compter, cette année, on a vu la rénovation de l'église, la rénovation de la petite église protestante par un groupe de gens originaires dont les ancêtres sont originaires de Caraquette et qui appelaient cette petite église protestante-là leur église. Et on a investi dans cette église-là jusqu'à maintenant 120 000 $ sans qu'il n'en coûte une scène à personne en Caraquette, y compris la ville. Là. Ça, c'est très important. Puis je vais peut-être vendre la mèche en vous disant qu'on vient de recevoir une autre subvention. Puis quand je dis on, c'est le groupe de David Young de 75 000 $ pour compléter la mise à jour du cimetière, le plâtre à l'intérieur de l'église, si bien que celle-ci, si tout va bien, sera disponible à la communauté pour des fins de conférences, d'expositions, etc. C'est toute une bonne nouvelle, ça aussi. Avant de présenter notre commentateur, je vais me mettre le coup sur la bloc. Voilà, ici. Puis quand je dis je vous donne le coup, ça c'est un autre de nos sports. On est vraiment enligné sur tout ce qui touche au patrimoine. Si je vous parle de la dendrochronologie, ça vous dit quoi? La dendrochronologie, c'est une science qui a été développée dans les dernières années pour déterminer l'âge exact d'un morceau de bois. Comment ça se fait? C'est exactement comme la formule d'ADN. Il suffit d'avoir une pièce de bois dont on peut retrouver le centre, son noyau central, jusqu'à une partie extérieure où on peut retrouver de façon claire tous les âges du bois. Des scientifiques au Nouveau-Brunswick, c'est à partir de l'université Mount Allison de Sackville où il y a des experts, et il y a un monsieur Robichaud de Shippagan qui s'implique là-dedans. L'idée, c'est d'accumuler des morceaux de bois de toutes les régions, d'inscrire ça dans une banque de données informatiques. Et à partir de ça, on peut déterminer par la largeur du l'âge du bois quand cet arbre-là est-il né et quand est-il mort. Celui-ci, puis là j'ai deux projets, je m'ai ramassé deux bûches là. Ceci, c'est un débat qu'on a toujours eu dans la communauté. On a souvent dit que la plus vieille maison de Caraquette, ou parmi les plus vieilles maisons, était la maison de Jean-Baptiste Chenard, la maison de Carmel l'évêque de Bernice. Et là, ils ont fait des rénovations, puis on en a profité pour ramasser un morceau de bois dessus. Puis on va savoir le véritable âge de cette maison-là pour voir si c'en est. Et on a aussi un morceau de bois sur la vieille église protestante dont on connaît documenté l'âge de construction. Fait que là, on vous parlera de ça un petit peu plus
l'hiver prochain que de temps. Pour terminer, puis pour nous amener à ce qu'on a aujourd'hui ici, deux petites affaires. D'abord, la ville, le conseil municipal a adopté une résolution le mois passé où on va reconnaître par la création de l'ordre de Caraquet nos citoyens qui ont contribué d'une façon significative à la ville selon plusieurs critères dans différents secteurs, un peu comme l'ordre du Nouveau-Brunswick, mais là on en aura une pour nous autres. On vous donnera les détails, on va trouver des gens, on va s'assurer que les politiciens comme moi ne se mettent pas dedans pour se donner des médailles sur tous les bords les deux côtés du manteau. Ça fait que ça va être un exercice intéressant. Mais on s'était dit, si on pouvait faire un exercice semblable, qui, selon vous, sont les personnages qui ont joué le plus grand rôle dans notre communauté à Caraquet? Et là, on a pensé à lancer un concours qui va se finir, on va faire connaître les gagnants pendant la semaine du patrimoine au mois de février 2026. Et on a divisé ça en deux. La première section est ce soir. On a demandé à Clarence Le Breton d'identifier ce que, pour lui, qui étaient les 5 personnages les plus importants ou qui ont joué le rôle le plus important dans notre ville dans la 18e et surtout dans le 19e siècle. Ce soir, la première partie, on va expliquer ça. Et rassurez-vous, dans la deuxième partie, celle du 20e siècle, il y aura des femmes. Parce que là, c'est ça notre problème. L'histoire a été écrite pour les hommes et par les hommes. Mais au 20e siècle, on va régler ce problème-là. Parce qu'on a effectivement des femmes qui pourraient nous accoter ou accoter tout le monde dans leur contribution au 20e siècle. Fait qu'un petit peu plus tard, on va revenir avec une deuxième formule pour le 20e siècle, les contemporains et les contemporaines. Mais ce soir, c'est le 19e siècle. Vous aurez des bulletins de vote et on va offrir aux gens la chance de voter sur ces personnages-là d'ici la fête du patrimoine à la fin février, et on aura également la présentation de nos personnages illustres du 20e siècle un peu plus tard. Donc la première partie est maintenant un habitué ici à tous nos rendez-vous d'histoire. Je vous présente Clarence Le Breton qui va nous faire cette présentation ce soir. Merci. OK. Bon, bonsoir, merci. Ça fait toujours plaisir, évidemment, de participer à ces soirées ici. Et surtout, votre appui, le nombre, le justifie énormément et on vous remercie. Et je tiens à remercier le Club Richelieu qui a déplacé son souper de ce soir pour notre événement. Ils n'ont jamais fait pour moi. Non. Oui, mais ils ont voté pour toi, pas pour moi. Alors, et on me dit que les deux personnes qui ont beaucoup contribué pour déplacer le souper, deux personnages de pouvoir, Étienne Boudreau et Joe Reel. Alors, je les remercie. Alors, ce soir, dans un premier temps, je dois vous dire ceci, le choix des personnages, c'est un peu arbitraire, c'est-à-dire que à la fin de la présentation de ces 5 personnes que moi, je pense qui ont énormément contribué à leur façon, il y a aussi des personnes, évidemment, qui sont distinguées, dont je nommerai, dont les noms vont apparaître aussi. Et c'est le grand Caraquet. Hein? C'est pas juste Caraquet qu'on a connu, c'est le nouveau Caraquet, c'est-à-dire, moi j'ai inclus Caraquet Bertrand. Pocmouche, si vous voulez, Blanchard-Sept-Lemort. Alors, aujourd'hui, parce que les gens d'aujourd'hui, ce sont des gens qui sont nés au 19e siècle, mais dont la plupart sont évidemment décédés au 20e. Mais le critère au départ de la soirée pour le choix des gens aujourd'hui, c'était d'être né au 19e siècle. Alors, notre premier, que vous voyez à l'extrême droite,
c'est Pépé Moret. Pierre-Paul Moret, mais Pépé Moret, Pierre à Pierre Moret. Okay? Et on l'appelait de façon générale Monsieur Moret. Dans un article que Paul Thériault a écrit dans la Société historique Nicoloni, dans les cahiers en 2022, il a titré son article « Le bon Monsieur Moret ». Alors, écoutez qu'est-ce qu'Antonin Friolet a écrit dans son livre il y a plusieurs années. « Nous sommes en droit d'affirmer que la vraie grandeur d'une personne ne se mesure pas à la richesse qu'elle a accumulée, mais plutôt à servir sa communauté sans arrière-pensée de rémunération ou de gain personnel. » Alors, c'est ça, aujourd'hui, qui motive, si vous voulez, le choix. Pierre à Pierre Moret, né quelques années après la Confédération, mort en 1951. Vous pouvez changer la slide? Qu'est-ce qui se passe? Oh non. Alain, où es-tu? Manu, arrive au plus démon. La technologie. Ah, voilà, Manu a réglé le problème. Merci. Alors, natif de Bas-Caraquette, fils de fermier-pêcheur, Pépé Moret marquera l'histoire de Caraquette et de Bas-Caraquette de manière significative tout au long de sa vie. Enseignant, commerçant, entrepreneur, il est très impliqué dans sa communauté et dans différents secteurs. L'une des premières mentions de Pépé Moret sur la scène politique. C'était un libéral, hein, mais pas à peu près. Okay? Un peu comme Bernard, là, okay? Sur la scène politique, et là, c'est la première fois qu'on le remarque, si vous voulez, et lors de la Convention libérale pour Gloucester, aujourd'hui à Cali-Bathurst, tenue à Caraquette en 1896, alors que Nicéphore Turgeon se porte candidat. Vous savez, moi, en 1896, Laurier devient le premier Canadien français premier ministre du Canada. Et Laurier est très populaire. Onesphore Turgeon, qui a déjà perdu 4 élections préalables, se représente en 1896. Et lors de la Convention, Pépé Moret est invité à prononcer un discours. Il a 24 ans. Et regardez qu'est-ce que Onesphore dit dans ses mémoires. Ce jeune homme, Pépé Moret, fut appelé à prendre la parole, tout jeune d'apparence et petit de stature. Un étranger ne serait pas attendu à une expression de principe bien définie, bien établie, un exposé des conditions économiques du Canada et de ses relations avec les États-Unis, et tout cela dans un langage grammatical, mais bien choisi et parfois éloquent. Okay? Pépé Moret, il était un peu dandy. Toujours bien mis, toujours bien soigné, d'un langage, d'un français impeccable. Il va subir une tragédie. Le 5 novembre 1898, Pierre Moret, père de Pépé Moret, est trouvé noyé au quai de Newcastle, où il était allé avec sa goélette livrer des marchandises. Okay? L'automne, hein? On montait soit des huîtres, etc., etc. L'incident s'est produit au Ritchie Wharf, que vous voyez ici, où il y avait des moulins, et le corps fut trouvé le dimanche matin le 6. 2 personnes sont accusées de sa mort, soit Gélas Doiron et Pierre Hébert. Mais après enquête du coroner, les 2 sont libérés. On conclut qu'il est mort en boisson, ce que va contester Pépé Moret, qui va faire ouvrir une enquête. Est-ce un meurtre ou un accident? On ne le saura jamais. Il bénéficie, évidemment, lorsqu'il est jeune à l'école, il bénéficie du mentorat de Fred Légère, le grand-père à Lise Légère, qui est ici ce soir. Okay. Il poursuivra ses études à l'école à Caraquette. Il s'inscrit par après à l'école normale, que vous voyez là, qui a été détruite par un incendie à Fredericton. Il s'inscrit en 1897. Okay. Au St. John Business College pour poursuivre des études en commerce.
en relation évidemment avec le chemin de fer, la navigation, bref, on touche à beaucoup de sujets qui l'intéressent. Mais c'est un enseignant au départ. Sa carrière d'enseignant débute à Maisonnette, par après Caraquette et Petite-Rivière-de-l'Île. Et en 1903, il doit quitter l'enseignement. Il est un peu faible de santé. Pépé Moret est le Parti libéral. Pépé Moret sera pendant toute sa vie un ardent partisan du parti. En 1903, il se présente comme candidat pour la circonscription et subit la défaite. En 1908, il est choisi comme candidat de nouveau, mais il a peur de perdre. Il se retire, donne sa place à Séraphin Legère, qui sera élu de 1808 jusqu'à sa mort en 1938. Il a perdu la vie avec F.T.B. Young dans un accident de voiture en sortant de Fredericton. Cependant, il sera à maintes reprises élu au conseil municipal de Gloucester, où, à la suite des sessions, il fait paraître des articles dans l'Évangéline, parce que c'était correspondant de l'Évangéline. Et il informe, évidemment, ses lecteurs de qu'est-ce qui s'est discuté et qu'est-ce qui s'est dit lors de ces sessions-là, qui étaient toujours au mois de janvier de chaque année. À titre d'exemple, lors d'une session de ce conseil, Pépé Moret fait une sortie à l'effet qu'on devrait cesser la vente des pauvres et construire des hospices et des foyers. Avant-gardiste, n'est-ce pas? Vous savez comment ça marchait, une vente des pauvres? Une vente des pauvres, c'est une vente à l'encan, à l'envers. Je vous explique. Vous avez un vieux couple ici. Ils n'ont pas d'enfants, ils sont très âgés, ils ne peuvent plus vivre tout seuls l'hiver. Alors, le comté donnait de l'argent aux paroisses pour qu'ils trouvent un logement pour ces gens-là. Or, aux sorties de la messe, la plupart du temps, l'automne, on avait, après la messe, une vente des pauvres. Et, disons, moi, je vais piquer pour garder ces vieux-là, on va les appeler comme ils sont en danger. Là, je vais 20 piastres par mois. L'autre va dire 18 piastres par mois. Bon, celui qui bitait le moins, qui coûtait le moins cher, était celui qui avait la responsabilité de garder les pauvres. C'était pas mal triste. Hein? Pépé Moret, l'entrepreneur. À la suite de sa nomination à la Commission fédérale sur l'état des pêches, parce qu'il va être toute sa vie, il va défendre, évidemment, la question des pêcheurs. Et on va en parler beaucoup plus longtemps tout à l'heure. En 1904, et sa présentation à Ottawa sur les dégâts causés par la roussette, qui était le chien de mer, qui mangeait à peu près tout ce qui bougeait. OK? Et le fédéral va donner une somme d'argent importante pour partir une usine, OK? Pour le chien de mer, qui va s'appeler la Shipping and Dock Reduction Work, OK? Et Pépé Moret va devenir le gérant de ça. On produit 400 tonnes d'engrais chimiques par mois avec ce poisson-là. Ça ressemble à un petit requin un peu. En 1911, je ne sais pas si à cause que Pépé Moret était libéral, le gouvernement Borden, qui vient d'être élu, qui avait défait Laurier, ferme l'usine. Alors Pépé Moret se lance évidemment en business. À la suite de la fermeture de l'usine de Chien-de-Mer, Pépé Moret fonde sa propre compagnie pour l'exploitation du poisson. Pépé Moret, exporter of dry codfish, salt herring, smelt, les plants, OK, de l'huile de foie de morue, etc. Lower Caracat. Okay. Il était dans tout. La compagnie de navigation et son navire, le Beaver, la Gloucester Navigation Company, compagnie fondée en 1907. L'investissement correspond à 25 parts d'1 000 $. 1 000 $ en 1907, c'est de l'argent. OK? Chacun, dont les directeurs de la compagnie sont le docteur Como, qu'on va voir, le révérend père Le Bastard, surprenant, mais l'assemblée a eu lieu au collège de fondation. P.J. Venot, qui était député, qui va devenir, comme vous le savez, premier ministre pendant 2 ans du Nouveau-Brunswick.
pas élu, mais succédé à son prédécesseur. Le docteur Sourmani, J.L. Robichaud de Shippagan, Jean Robichaud, le père à Édard Robichaud, Charles Robichaud et Philippe Luce. La réunion de fondation s'est tenue au collège, d'où la présence du père Lebastard, qui en était le directeur. À cette réunion, Pépé Moret est choisi comme trésorier et gérant de la compagnie et se rend en Nouvelle-Écosse pour faire l'achat d'un navire du nom le Beaver, qu'on voit entrer ici. Son port d'attache sera le quai des Folets. Pépé Moret ne lésine pas, lui. Parce qu'il est correspondant à l'Évangéline, avant de se rendre à Halifax et acheter le bateau. Okay? Dans l'Évangéline, Pépé Moret fait paraître un article décrivant le futur navire de la compagnie. Il exagère pas mal. Un magnifique bateau à vapeur à hélice de 400 tonnes net, muni de tous les accommodements modernes pour les passagers et file à 10 000 milles à l'heure. Le salon est à 2 ponts avec salon pour dames et messieurs, ainsi que chambre et toilette avec baignoire en cuivre. Et muni d'un appareil à eau chaude et à eau froide. Et sur le pont, une promenade pour 100 chaises d'excursion. Ça, c'est dans l'Évangile. C'est Pépé Moret. On beurre, puis on beurre épais. OK? En 1923, le Beaver, comme vous savez, sera remplacé par un autre navire qui va être le Gabriel. Engagement communautaire. Or, vous savez, le Beaver, OK, la Glass Navigation faisait la navette, OK, entre les différents ports du Nord, Dalhousie, Bathurst, on se rendait jusqu'à la Mecque. Et c'était très intéressant parce que, oui, il transportait aussi des passagers. Durant toute sa vie, Pépé Moret sera impliqué dans différentes organisations communautaires faisant la promotion de l'éducation, de la colonisation, de l'agriculture, des coopératives de crédit et de vente, en plus de faire la promotion du journal L'Évangéline, okay, dont il sera le correspondant pour de nombreuses années. Il sera entre autres président de la Société Saint-Joseph mutuelle, la Société des débats de la péninsule acadienne, qui était essentiellement, la Société des débats de la péninsule était essentiellement menée par des anglophones. Pépé Moret parle très bien l'anglais, et ça donne très bien que ces gens-là, OK? Et les sujets sont très variés, tels l'avantage de s'annexer aux États-Unis ou demeurer une colonie britannique, où le journaliste a-t-il fait plus pour la civilisation que l'épée? Hein? Puis, vous savez, hein, c'était pas des petits débats. Hein? Puis, comme vous le savez, Martin Légère, on va en parler, le 26 novembre, ça va être les contemporains, mais Martin Légère s'est fait remarquer, lui pareil, par Monseigneur Chiasson, lors d'un débat. Okay? Il est le fondateur d'une société d'agriculture à Boc-à-Raquette. Il a fondé l'Association des pêcheurs de Gloucester en 1931 avec 600 membres. Et regardez, hein? Gloucester Fishermen Association, l'association des pêcheurs de Gloucester. Okay? L'union fait la force. La force garantit les droits. L'une des premières actions de l'Association des pêcheurs de Pépé Moret fait paraître une annonce dans le journal qu'un chargement de sel est arrivé au quai de Caraquette et dont le prix de vente est 1$ le boisseau. Ça doit être le quart. Il faut comprendre qu'avant l'arrivée de cette association, le sel, élément indispensable à la pêche, c'est avec le sel que les compagnies comme les Robins, les Floyd, les Logie, les Young contrôlent. Si tu n'as pas de sel, t'es pris. Ça prend du sel. Alors, les compagnies disent au gars, on va te fournir le sel, tata. Alors, évidemment, Pépé Moret, lui, il se dit qu'on pourrait donc de se débarrasser de ce contrôle-là. On ferait venir notre propre sel, qui vient de deux places. Hein. Soit de Liverpool, il part de Liverpool, il y a une mine de sel pas tellement loin, ou de Cadiz, dans le sud de l'Espagne.
Mais que voulez-vous? On est en pleine crise, ça n'a pas duré longtemps. Pépé Moret, commerçant et banqueroute. Alors là, vous avez la maison à Pépé Moret, à Bois-Caraquet, qui était située en face de l'hôtel de ville de Bois-Caraquet. Elle a été détruite en 1965. Le magasin, la maison et dans le centre, cette tour où est son bureau. Et il tient le magasin. En 1913, alors que 90% de ses clients inscrits au livre de compte de crédit, ah, c'est ça qui est tombé, je comprends que... OK? Le livre de crédit, OK? Qui n'ont pas la capacité de le payer, OK? Dédé Landry, qui avait un magasin presque en face au coin, là, en face du Grain de Folie, là, OK? Dédé Landry, qui agissait comme banquier à l'époque, c'est un homme qui était riche, OK? Provoque la banqueroute. Et il met le contenu de son magasin en vente aux enchères, y compris des parts qu'il y avait dans la Gloucester Navigation Company. Ça, c'était un coup très dur, hein? Mais sa femme, OK? Puis là, c'est les conservateurs qui sont au pouvoir, ça ne va pas très bien non plus. Alors que les conservateurs sont au pouvoir, que ce sont les années noires, son épouse sauve le bien en contractant un prêt de 3 000 $ auprès de la firme Drouin et Frères de Québec. Et là, en 1927, c'est là que Pépé Moret va avoir, si vous voulez, son grand coup d'éclat. La commission McLean de 1927, dont le rapport va sortir fin 1928. En 1927, le gouvernement Mackenzie King, OK, instaure une commission royale d'enquête chargée sur l'investigation relative aux pêches propres aux provinces maritimes et aux îles de la Madeleine. C'est lors de la tournée de cette commission que Pépé Moret va s'illustrer dans les revendications pour les pêcheurs de l'industrie. Et là, je vous explique. Les audiences ont lieu au Collège Saint-Joseph. Et Pépé Moret est un homme d'éloquence. Les mots sont choisis. Hein? Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup contre les chalutiers. À l'époque, on n'a pas de chalutiers ici, mais les Américains, les gens de la Nouvelle-Écosse viennent évidemment dans les baies avec des chalutiers, surtout à vapeur, mais qui commencent à avoir des moteurs aussi, qui vont appeler des écumeurs des mers. Okay? Il va dire, entre autres, comment se fait-il, okay, qu'on n'a pas d'école des pêches, alors que le Canada subventionne des écoles pour les agriculteurs depuis 1870. Comme vous le savez, la première école des pêches va ouvrir en 1959. On a attendu un peu longtemps. La commission était formée de Cyrus McLellan de Wood Islands, à l'île du Prince-Édouard, John Beaumont-Quette de l'île de la Madeleine et de Jean Robichaud. OK? Jean-G. Robichaud, le père Édouard Robichaud de Chupagan, qui était député fédéral. Comme vous le savez, qui avait été élu par acclamation en 1925. Je pense que je vous ai raconté ça, mais je vous le raconte de nouveau. En 1925, deuxième élection dans 8 mois, là, il y a eu tout un... Okay? Mackenzie King n'avait pas voulu démissionner. On a une deuxième élection. Et dans une lettre envoyée à Mackenzie King, qui était premier ministre, de Jean Robichaud, qui était sur cette commission-là, dit ceci: il serait important pour mon élection de libérer Moses Aziz. Moses Aziz était un bout de légueux de toutes sortes de choses. Okay? Il est en prison à Bathurst. On va le libérer. Okay? Et Jean Robichaud sera élu par acclamation. Le seul libéral élu par acclamation et 9 conservateurs de la province. Il faut croire que Moses Aziz avait de la pogne. OK? Il va dire, entre autres, lors de cette commission-là,
comment les pêcheurs peuvent se développer s'ils ne savent pas le prix ou la valeur de qu'est-ce qu'ils prennent comme poisson. Bref, ils étaient ignorants sur toute la ligne. Okay? Il a souligné que lorsque le rapport va être déposé en 1928, à la fin de 28, Jean Robichaud, l'un des commissaires, va signer un rapport minoritaire. Il n'était pas d'accord avec toutes les conclusions. Les suites de la commission McLean. Suite à cette commission, le père Cody du Cap-Breton avait fait une description de la misère des pêcheurs et de l'exploitation de ces derniers par les compagnies. Le gouvernement canadien va attribuer une somme qui est à l'origine du mouvement coopératif. Aujourd'hui, à l'Université Saint-FX, à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, vous avez l'Institut Cody de coopération, où les étudiants d'à peu près 100 pays différents qui viennent prendre des cours de coopération. Et si vous lisez les mémoires de Martin Légère, le père Cody, qui avait fait une description, l'homme pesait 250 livres, il mesurait 6 pieds 4, avec une voix de ténor qui pouvait faire trembler les murs. Alors, il avait décrit la misère d'une façon très, très claire. Alors, on va, c'est l'origine, si vous voulez, du mouvement coopératif acadien. C'est suite à cette commission-là où Pépé Moret avait, évidemment. Pépé Moret, le nationaliste. L'un des chevaux de bataille pendant toute son existence, sera le repatriement des Acadiens immigrés aux États-Unis. Oui, ailleurs, en faisant la promotion de l'agriculture, de la colonisation et des pêcheries. Il écrit énormément dans l'Évangile et dans d'autres journaux. Il écrit aussi en anglais dans le Northern Light. Et pour lui, c'est inconcevable qu'on ne peut pas rapatrier. Et si qu'on rapatrie, on peut aussi coloniser. Alors, vous avez ici l'église d'Alortville en 1938. Parce que, il faut comprendre qu'à Alortville, les Saints-Sauveurs ont été fondés par Auguste Allard, neveu du Monseigneur Allard qu'on a bien connu, par des gens surtout de Boc-à-Raquette et de Lamec. On continue. Le grand défenseur de son patelin. Il entretient également une correspondance soutenue avec des personnalités telles l'historien et le chanoine Lionel Groux, le généalogiste Placide Godette, l'historien Marcel Tremblay. Bref, il y a une grande correspondance. Et qu'est-ce qui est triste? On me disait, lorsqu'ils ont détruit la maison dans les années 60, on a fait un grand feu pour tout brûler ses papiers. Tout au complet. Il n'a pas resté grand-chose. En terminant, il n'était pas d'accord avec l'historien William Francis Gunnar, qui avait écrit un livre en 1907. Ce n'est pas un livre, c'est des articles qui paraissaient dans Canadian 6, la revue du UNB, qui disait, entre autres, que beaucoup d'hommes de Caraquette, Boc-à-Raquette, surtout, avaient marié des Autochtones. Pour lui, non, ce n'était pas tout à fait vrai. Bref, il défend son patelin sur tous les dossiers. À la suite de son décès en 1951, Emery Leblanc de l'Évangile écrit qu'il avait été un patriote ardent et un ardent catholique de grand dévouement. Ici, vous avez Pépé Moret avec un de ses petits-enfants. Mariée en 1903 à Germaine Robichaud de Brockmouche, cette dernière meurt à l'âge de 42 ans en 1925. Devenu veuf, il s'occupe de ses 5 enfants, 3 garçons, 2 filles, dont ces dernières fréquenteront le couvent de Caraquette. Ces garçons iront étudier au Québec. La photo nous montre Sicard Pépé Moret, son petit-fils, dont le père était Albini Moret, qui va être, je pense, le dernier propriétaire de la maison. Avec l'arrivée de Dysart et des libéraux au pouvoir en 1935, Pépé Moret est nommé inspecteur des pensions de vieillesse, des vieillards, du comté de Leinster et membre du comité consultatif sur les pêches. Soulignant qu'en 1926 à 1931, il est représentant, parce qu'il a tout fait, il est représentant de commerce pour des produits pharmaceutiques, Baillargeon de Québec et des articles pour le clergé de la compagnie pour Haute-Saône de Montréal. Passe presbytère, puis il vend des chandelles, puis tout ça. L'homme n'avait aucune limite. Et
il avait préparé sa mort. Et ça, mon beau-père, qui l'avait bien connu, qui est mort il y a quelques années à l'âge de 98 ans, disait ceci. Il disait, Pépé Moret s'était enseveli lui-même. Pépé Moret est mouru en plein hiver, en février 1951. On l'a trouvé mort dans sa chambre à coucher, frais rasé, habillé de son costume bleu marin, d'une chemise blanche et d'une cravate au cou. Allongé droit sur son lit, il avait les mains jointes lacées de son chapelet. Sentant la mort approcher, il s'était lui-même enseveli. C'est fort, hein? Ah, voilà, Pépé Moret. Ça va être un peu plus court pour les autres, là, parce que je voulais partir avec un peu plus de muscles. Hein? Alors, le docteur François-Xavier Comeau, le bon docteur Comeau, 1862-1944, né à Petit-Rocher le 20 novembre. Il est le fils de Perry Comeau et de Monique Doucet. Alors, vous avez ici le docteur Comeau. Très jeune, il est envoyé au petit séminaire de Rimouski, dont vous voyez une photo ici, et par la suite au collège de Farnham, au Québec. Par la suite, il était admis au Jacob Medical School, de Buffalo, qui est aujourd'hui une des facultés de l'Université de Buffalo, qui est assez réputée, merci, et termine ses études de médecine à l'Université de Montréal. Et vous avez vu, Sylvain avait apporté son certificat des Physician and Surgeon, chose du genre, qui est marqué Toronto. Je pense qu'à l'époque, la faculté de médecine de Montréal était homologuée par par Toronto. Implication communautaire. Après avoir pratiqué à Petit-Rocher, on le retrouve à Caraquette en 1890, où il demeure jusqu'à la fin de sa vie, soit 50 ans plus tard. Il a pratiqué la médecine à Caraquette pendant 52 ans. Médecin attitré au collège de Caraquette, c'était le médecin du collège, le docteur Comeau va se signaler entre autres en tant que président de la Convention nationale des Acadiens de 1905, ainsi que la présidente de la Société des artisans, qui est une organisation catholique. Qu'est-ce qui est intéressant ici, pour faire un lien, si vous voulez, avec Pépé Moret? Toutes les conventions nationales, et Pépé Moret va participer en tant que délégué jusqu'en 1921, et Pépé Moret, qui était un grand défenseur des pêcheurs, toutes ces conventions nationales-là, jusqu'à la dernière en 1937, il n'y a aucune commission sur les pêches, et tous les discours, si vous les lisez, dans le texte de l'époque, on ne parle jamais de pêche. Il faut comprendre, les conventions nationales, c'est amené beaucoup par les curés, par le clergé. Et la pêche, à part que bénir les bateaux une fois par an, un dimanche après-midi du mois d'août, c'était pas leur tasse d'été. Puis je pourrais élaborer là-dessus, mais on va arrêter. Bon. Il est le secrétaire de la Caraquette Electric and Water Commission. On veut l'électricité, on a des petites histoires d'électricité, mais on n'a pas vraiment l'électricité comme telle. Il est membre fondateur de la Gloucester Navigation Company avec Pépé Moret. Pendant qu'il pratique la médecine durant 52 ans, il siège sur le bureau de santé de Gloucester. Il est l'un des premiers propriétaires d'une automobile à Caraquette. Il ouvre la première pharmacie à Caraquette en 1903. Et là, vous avez la maison du docteur Comeau, avec son toit mansarde, qui était où est Bernard-Jean, juste à côté de la maison à Bernard-Jean aujourd'hui. Elle a été détruite au début des années 60. Et en tant que médecin, évidemment, du collège, lorsque le Monseigneur Allard meurt en 1912, je vous ai déjà raconté ça, mais le Monseigneur Allard, comme Monseigneur Paquet, il avait 40 ans, 40 ans plus tôt, va demander l'ablation de son cœur. Et c'est le docteur Comeau qui va enlever le cœur dans la poitrine du défunt curé, le mettre dans un bocal et exposer dans un petit présentoir dans la chapelle du collège. Et lorsque le collège brûle, évidemment, en 1915, la femme à Joe Blanchard, qui était parente avec Monseigneur, le feu a commencé en début de soirée,
Et c'est écrit « Mon Seigneur, le cœur de mon Seigneur ». Marié à 2 reprises. Sa première épouse est Marie Pagé, fille du propriétaire du journal Le Spectateur de Hull, au Québec. Maria meurt en 1922. Dr Comeau épouse en seconde noces Laurette Cormier en 1926. Ses enfants sont tous du premier mariage, une sainte, dont Homer, qui sera également fils comme son père. L'engagement nationaliste. Alors, vous avez ici, le docteur Comeau est ici, je pense que Philippe Basque, au village acadien, on a un exemple de ce genre de macaron avec une bannière. Alors, lors de la Convention nationale des Acadiens tenue au Collège de Caraquette en 1905, Pascal Poirier, qui est sénateur à l'époque, prononce un discours intitulé « L'anarchie règne dans la tête de l'Église catholique », dénonçant que les Acadiens n'ont pas un évêque de leur race à la tête de leur Église. Comme vous le savez, ça a été un discours choc. Le clergé a très mal réagi. Pascal Poirier, lorsqu'il se rend au presbytère de Chéliac quelques mois plus tard, et le nonce apostolique, le représentant du pape au Canada, le nonce apostolique est là, la chicanait, puis ça se pogne à la gorge. Discours qui embarrassa grandement le père Le Bastard. Parce que, évidemment, Le Bastard, alors qu'il était directeur du collège, et que la présence des udistes, c'était au bon vouloir de l'évêque, qui était irlandais catholique. Alors, le père Le Bastard dira d'ailleurs, nous serons ici toujours des étrangers. Création d'une chambre de commerce. Le 16 décembre 1919, au Château Albert, le docteur Comeau fut choisi comme premier président de la Chambre de commerce de Caraquet. Alors ça, c'est le document original de fondation de la Chambre de commerce de Caraquet, qui s'appelait à l'époque, selon la charte obtenue d'Ottawa, la Chambre de commerce de Caraquet. Lorsque Martin Légère et ses gens vont, parce qu'elle va disparaître en 1936, lorsque Jim Nixon dit j'ai plus de monde, on est en pleine crise, ça ne marche plus, on va la refonder. On refonde une deuxième chambre de commerce à Caraquet qui va s'appeler Caraquet Chamber of Commerce. Puis j'ai toujours voulu en parler à Martin, mais j'hésitais. Il avait dit ce fut une erreur. Et là, vous avez évidemment Pépé Moret. La résolution suivante, proposée par Pépé Moret, secondée par Séraphin Légère, unanimement adaptée à travers la paroisse de Caraquet, etc. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Pépé Moret, lui, il voulait faire une chambre de commerce péninsulaire. Il était vraiment en avant de son temps. Aujourd'hui, on peut dire que le Forum des maires, c'est un peu ça. Alors, entre autres, pourquoi une chambre de commerce à l'époque? Et on va demander à Pépé Moret. Pépé Moret va dire ceci, entre autres, Caraquet veut l'électricité partir de Bathurst, la construction de l'extension du chemin de fer sur le quai, la construction d'un bureau de poste pouvant aussi loger un bureau des douanes, on spécifiant qu'il doit être en pierre, et la vente du Gulf Shore Railway au CN. Alors, on avait un agenda assez important. Alors, comme vous le savez, le Caraquet et le Gulf Shore Railway, qui avait ouvert en 1887, alors on a déjà parlé, mais qui, depuis 1910, était mené par un trust de Toronto. La compagnie était techniquement banqueroute. Elle n'appartenait plus à rien. Tout était du matériel roulant loué. Alors, à force de demande, en 1920, un grand banquet est tenu au Château Albert, où l'on célèbre la vente du Caraquet and Gulf Shore Railway au Canadien national après de nombreuses années de revendications. Des invités de marque viennent partout, entre autres McLean de la Consolidated Bathurst, qui eux ont le pouvoir parce qu'ils ont une centrale électrique
Et là, on va lui demander à maintes reprises de descendre l'électricité. Vous le savez, dans la péninsule acadienne. Et puis, il faudra attendre l'arrivée de la Gordon Pugh en 1938-39. L'homme aux multiples talents. Ça, c'est assez intéressant. C'est la fanfare de Caraquet, avant la fanfare du collège. Là. Pendant le côté. Et le docteur Corot est ici. Vous voyez, là. Il joue du cornet, qu'on appelle, genre de trompette. Vous avez ici Joe Blanchard. Hein? Vous avez Joe Chiassa. Vous avez ici Arthur Chenard. Hein? À côté de chez Michel Thériault, là. Ici, vous avez Henri Dugas, le frère Nazaire Dugas. Hein? Alors, le docteur Cormot, c'était un homme aux multiples talents. Et il est aussi à l'origine d'une légende. Et je vais vous la lire. Légende du docteur Cormot faisant face à un loup-garou. À la veille de la Toussaint, tout en se rendant auprès d'une patiente à Montréal Office. Vous savez, hein, ce docteur-là, c'était... À l'époque, ça allait aux maisons. Le jeudi, il se rendait dans la région de Tracadie. Il y avait un hôpital, puis là, il voyait des patients là. Mais, tu sais, ils allaient dans les maisons. Alors, se rendant à Montréal Office, son cheval, Nelly, il n'y a pas de char dans le temps, fit un bond laissant échapper un hennissement, et le docteur fut projeté en dehors de la carriole. Attaqué par cette bête noire, il dut se battre jusqu'à ce que la bête se métamorphose en homme, en forme humaine, et s'enfuit dans le bois. Fortifié par un coup de brandy, le docteur reprit son chemin et ne comprit jamais ce qui lui était arrivé. Ah, ça, c'est un tableau, OK? Des légendes acadiennes, le feu du mauvais temps, etc., par Michel Duguay. Alors, c'est un tableau, je pense qu'il est à la ville, quelque part, mais c'est un tableau qui représente, si vous voulez, cette légende du docteur. En terminant, le docteur est amateur de voitures. Alors, vous avez ici sa première voiture, 1908 ou 9, je veux l'avoir. Et un peu plus tard, avec sa deuxième femme, Lorette. Bon, on marche. Ah, cette machine-là. Bon, Nazaire Dugas. Alors, vous avez un grand personnage. Né à Caraquet le 26 juillet 1864. Décédé le 16 janvier 1942 à l'hôpital de Tracadie. Marié en première noces à Rose Moreau, québécoise, le couple a 6 enfants. À la suite du décès de son épouse, il se remarie en 1913 avec Rose Haché. Au début des années 80, on le retrouve à Montréal, où 2 de ses sœurs sont religieuses à la congrégation Notre-Dame. Ses sœurs avaient fréquenté le couvent de Caraquet et, évidemment, vont devenir religieuses. Pendant qu'elle travaille dans une menuiserie, il entreprend des études en architecture sous la direction de l'architecte Bourgault. L'apprentissage de Nazaire. Pendant ces années à Montréal, il participe à certains projets avec de grands architectes, tels à l'époque Joseph-Honoré Macduff et Louis Roch Montbriand. On lui attribue entre autres les plans du presbytère de Saint-Jacques de la Chigan. À noter que le village de Saint-Jacques est peuplé par des Acadiens. Donc, il y a de nombreuses familles acadiennes, y compris l'un de leurs descendants, l'ancien premier ministre du Québec, Bernard Landry, qui est venu à Bois-Caraquet, comme vous le savez, il y a quelques années passées. Alors, vous avez ici le presbytère qui est tout près de l'église de Saint-Jacques. La compagnie H&N Dugas. En 1896, toujours à Montréal, il s'associe avec son frère Henri, qu'on a vu tout à l'heure dans la fanfare, et fonde la compagnie H&N Dugas et possède à l'achat d'un moulin à scie y ajoutant une minoterie, un moulin à farine, ainsi qu'un atelier d'ébénisterie où sont fabriquées fenêtres, moulures et portes. À noter que le moulin possède aussi un quai. Le moulin des Dugas en Haut-Caraquet, il y avait, en haut de Sainte-Anne, il y avait un quai qu'on voit
assez bien là. Ce moulin sera la proie des flammes en 1946. Retour à Caraquette en 1902, il tient un journal où inscrit chaque jour les événements, la météo, bref, un journal très détaillé. On lui attribue aussi un talent de conteur, c'est-à-dire qu'il doit conter des histoires. Sa contribution architecturale, parce que c'est le premier Acadien à vivre de son art, de son métier. Dès son arrivée à Caraquette, il participe en tant qu'architecte à l'élaboration de plusieurs édifices, églises, couvents, presbytères, ainsi que pour l'agrandissement à 2 reprises du collège de Caraquette. Il va même participer à l'élaboration des plans de l'Académie Sainte-Famille à Tracadie. Bref, partout. Nous voyons la demeure de Nazaire Dugas, qu'on connaît bien à Saint-Alban, que nous avons connue comme étant la maison de Livin et d'Anita Cormier à Saint-Anne. C'est une très belle maison, d'ailleurs. Ses plus belles réalisations, en 1903, débutent les travaux de l'agrandissement du collège de Caraquette, devenu trop petit. Alors, ça, c'était la partie centrale de Monseigneur Allaire Baudy, et ça, c'est l'agrandissement. C'est pas petit, hein? Et à noter que le toit est un toit mansarde, de l'architecte François Mansart de France, et Nazaire aimait beaucoup ce style-là pour les maisons, pour les édifices comme collège surtout. Il est en avis le toit mansardé, fort populaire à l'époque, car Nazaire est certes celui qui en fait beaucoup de la promotion dans la région. En 1907, il élabore les plans pour le second agrandissement du collège au côté est, où on lui installe une chapelle. Alors, vous voyez ici, ça c'était la deuxième agrandissement du collège, avec évidemment son clocher. Et ceci, c'était pas un clocher, c'était un minaret. C'est-à-dire que Monseigneur Douzette, il avait installé, si vous voulez, une espèce de tour pour observer les étoiles et tout ça. Et vous avez évidemment l'église de Bas-Caraquette en construction, une fois terminée, malheureusement disparue. Répertoire toujours suite, le couvent de Caraquette, l'aile ouest, j'ai pris la photo des flammes, on s'en rappelle, mais encore une fois, le toit mansarde, le château Albert en 1907, qui était un projet énorme, qui a bon coûté dès la construction n'est pas finie, la banque provinciale, comme vous savez, qui est à côté pas loin du Grain de Folie, en 1914. L'église de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, les plans de Nazaire Dugas, c'est des œuvres d'art. C'est vraiment de la fine architecture dans les moindres détails. Et là, beaucoup de ces plans originaux sont aux archives provinciales à Fredericton, si jamais vous voulez. Et là, vous avez évidemment l'église de Sainte-Marie-Saint-Raphaël. Le magasin à Haut-Caraquette, au Gaétan Dugas. La maison Archer, en face du bureau de licence, qui est un peu tombé en ruine. Mais écoutez, regardez cette maison-là, ça a été dessiné, c'est très beau. Le Grain de Folie, Le Grain de Folie, regardez ces plans, c'est d'un détail, 1907, Jean-Baptiste Lébert, vous voyez, et aujourd'hui. Alors, c'est un architecte, évidemment, très accompli. Il est le premier Acadien à être architecte et à vivre de son métier, comme je l'ai dit. Décédé en 1942, il est à souligner qu'en 1925, il se rend à Rome où il eut une audience avec le pape Pie XI. Il est certes le premier laïc de Caraquette à recevoir un tel honneur. Pas beaucoup qui vont voir le pape ces jours ici, hein? Moi, quand j'ai été, j'ai fait la file pendant 7 heures pour voir des fresques. Bon. Au centre d'archives Nicolas Denis, ils ont un cahier, un cahier d'école, si vous voulez, qui s'appelle Sunrise Stationery. C'était la compagnie de
OK? OK? Et dans le cahier, il y a des plans. Et il y a le plan de cet édifice-là. C'est un croquis, ce n'est pas les plans détaillés, comme vous pouvez voir, mais on ne peut pas l'identifier. On ne sait pas si ça a été bâti et où et quand. Alors, si jamais vous savez, laissez-moi savoir. Alors, c'est Nazaire-du-Gard. On arrive fini, là. Oh, ça va bien. 15 minutes. Théotime Blanchard. Marchand, politicien et nationaliste, en plus d'être enseignant. OK? Il est né en 1844, décédé le 11 mars 1911, épouse le 4 mars 1867, Marie Gauvin. Le couple a 4 enfants. Avant d'entreprendre sa carrière politique, il est enseignant. Élu pour la première fois à la législature du Nouveau-Brunswick en 1870 et réélu en 1874, il sera l'un des plus farouches opposants à la loi scolaire des écoles non confessionnelles, que vous savez, qui va nous porter à l'affaire Louis-Marie. Il sera, entre autres, le leader de la réunion avec le père Pelletier, le curé, de la réunion du 10 août, tenue dans l'église de Caraquette, où les citoyens décident de ne plus payer leurs taxes. Alors, c'est lui qui baigne le bal. Okay? Soulignant qu'il est un direct descendant de Tranquille Blanchard, qui était son grand-père, qui fut, durant de nombreuses années, le représentant de la compagnie Robert Caraquette, okay? Et dans la région avant que la compagnie décide de vraiment s'installer à Caraquette en 1838. L'affaire des écoles non conventionnelles. À la suite de la mort de John Gifford et de Louis Mailloux le 27 janvier, dans la maison d'André Albert, Théotime Blanchard entreprend des négociations en tant que député avec le gouvernement pour résorber cette crise. Il sera celui responsable du modus vivendi, c'est-à-dire d'une entente entre gentilshommes, qui permettra aux catholiques de la province où le nombre d'enfants le justifiera de continuer de bénéficier de l'enseignement de la religion et tout ça, ce qui y rattache, comme que c'était avant la loi. Et comme vous savez, on a eu ce bénéfice-là jusqu'en 1990. Alors, évidemment, il est très détesté des anglophones. Et dans les mois qui suivent, Théotime Blanchard est l'objet d'un attentat. On a voulu le tuer lorsqu'il se rendait à Fredericton entre Tabchuntak et Bartibourg. À la suite de cet attentat, Théotime Blanchard démissionne et devient inspecteur des poids et mesures, un emploi fédéral qui l'éloigne de la politique jusqu'en 1881. Mais il y a la piqûre. Hein? Si vous ne savez pas comment, si ça fait mal, cette piqûre-là, demandez à Bernard, il va vous le dire. Il l'a dans la fesse, puis il ne l'a jamais sorti. En 1882 et en 1886, il subit 2 défaites consécutives dans la tentative de retourner à la législature du Nouveau-Brunswick. C'est alors qu'il se consacre au commerce. C'est un commerçant. À la suite de la nomination de Kennedy Burns comme sénateur, parce qu'il était notre député fédéral au Sénat, le poste de député pour l'Ulster est vacant et Théotime Blanchard est élu par acclamation. Ça, c'est quelque chose de vraiment curieux. Mais on ne sait pourquoi. Kennedy Burns, en sénateur, en 1894, c'est les conservateurs au pouvoir. Et il va, évidemment, bénéficier de ça. Réélu à l'élection de Wilfrid Laurier, quand, évidemment, Onesphore Turgeon, lorsque on a vu à la Convention que Pépé Morin avait fait un discours, il est dans l'opposition parce que Laurier a gagné. Okay. Mais en 1900, lors de l'élection suivante, Onesphore Turgeon va évidemment le défaire. Soulignant que le Kennedy Burns avait été le grand promoteur du Caraquette and Gulf Shore Railway. Il y avait un moulin ici, il avait fait dévier la traque jusqu'à son moulin qui va porter le nom de Burnsville. Fin de vie. Alors ça, c'est la maison à Théotime Blanchard, dans la Pointe-Rocheuse. Il y a beaucoup de décorations d'Halloween ces jours ici, devant la maison. Okay.
Il est l'un des dirigeants de l'Association catholique de bienfaisance mutuelle. Il est le premier Acadien à représenter le comté de Gloucester, aujourd'hui à Calibatus, à la Chambre des communes à Ottawa. Le 11 mars 1911, Théophile Blanchet, âgé de 65 ans, meurt des suites d'un accident automobile survenu à Bathurst. Un peu comme Séraphin Légère, qui était député provincial, qui va aussi être victime d'un accident de char. Toute sa vie, il sera un défenseur des droits des catholiques, des francophones et sans la modestie qu'il vit les derniers moments de sa vie. Le dernier ce soir, Harry Reid. Harry Reid est l'exemple d'un membre d'une minorité totalement intégré à la majorité. C'est presque pas croyable. Et je vous explique. Fils du commerçant de Philip Reeve et de Catherine Doyeux, il est né le 15 août 1877. Premier enfant des Reeve, sa mère, comme vous savez, Catherine Doyeux, irlandaise catholique de Rexton, avait été celle embauchée comme institutrice dans le temps de l'affaire Louis Mailloux. Elle est catholique, le père est protestant. L'aîné d'une famille de 6 enfants d'un père protestant et d'une mère catholique, il est l'exemple de l'intégration d'un membre, comme je vous ai dit. À l'âge de 15 ans, alors qu'il est envoyé au collège Saint-Joseph, et à Saint-Joseph, lorsqu'on lit les prospectus, ce n'est pas des prospectus, mais des bulletins de fin d'année, le rapport de fin d'année, c'est un élève brillant, okay, qui parle le français, qui parle l'anglais, évidemment, c'est un anglophone, mais qui parle un français impeccable aussi. Sa vie de commerçant. En 1902, il achète de son père le commerce qui est essentiellement une entreprise de pêche, axée sur l'exportation de la morue salée et séchée, en plus d'un magasin général et d'une flotte de 18 goélettes. Dans l'acte de vente, il avait payé à son père 10 000 $. J'aurais pu mettre une pièce, mais ça ne veut rien dire le prix qui est marqué. Alors, vous avez ici le magasin des Reeve que Jean-Paul Lorrain Junior a restauré pour en faire sa maison. Okay? Il existe toujours juste à côté du carrefour. Selon les journaux de l'époque, la Reeve Company fait partie des 3 plus grands exportateurs de la région avec les Fouilles et les Robins. Comme tous ces autres commerces, c'est le crédit et le contrôle du sel qui exercent leur contrôle. Et j'ai le livre de compte des Reeve. Lorsqu'on regarde le livre de compte, ils vendent de tout. Quand on dit de tout, jusqu'à la poudre à fusil, etc. Fin du commerce. En 1932, Harry Reeve décide de fermer son commerce. La crise, ça a été terrible pour ces compagnies-là, pour à peu près tout le monde, mais surtout ces compagnies-là, et met fin aux activités de la compagnie. Nous sommes en pleine crise économique, les temps sont difficiles, il décide de joindre une compagnie de Saint-Jean en tant que représentant qui est la Vassy Brock Manchester. Et la Vassy Brock Manchester, c'était des ventes en gros de vêtements. Okay? Et la demi-sœur à Théogène Comeau, Louise, qui passe ses étés ici, mais qui est âgée un peu maintenant, me disait que lorsque sa mère est morte, elle et sa sœur Georgine, qui avait, je ne sais pas, 12-13 ans, ils sont envoyés par leur père, qui était originaire de la Nouvelle-Écosse, hein, Charles Comeau venait de la Nouvelle-Écosse, ils sont envoyés à l'Académie Mont-Saint-Vincent, à Halifax, qui est aujourd'hui l'Université Mont-Saint-Vincent, et, qui est menée par les Sisters of Charity. C'est une congrégation anglophone et américaine, c'est les Sœurs de la Charité. Et avant de partir, un mois avant de partir, Louise Legault s'est rendue chez Harry Reeve et mon père a fait une commande de linge pour l'année, des bas, puis des caleçons, puis tout ça. Et le mois d'après, c'est arrivé. Alors, c'était un représentant de commerce. Et c'est intéressant parce qu'à l'époque où Harry Reeve ferme le commerce, ses 2 sœurs qui ne sont pas mariées, dont Marie-Estelle et Joséphine, et comme vous le savez, Marie-Estelle s'était brûlé les doigts dans le foyer lors d'une crise de peine d'amour, ouvre dans la demeure familiale le Seagull Inn, qui va marcher jusqu'en 1959, okay, où plusieurs personnalités, surtout de langue anglaise, y séjournent lors de leur venue à Caraquet.
Et un habitué de cet hôtel-là, si vous voulez, c'était Édard Robichaud. Quand Édard Robichaud travaillait à Fredericton, à la première commission des pêcheurs, il descendait toujours chez les Reeves. Le 21 octobre 1934, 2 ans après qu'il a fermé son commerce, à l'âge de 57 ans, il convole en juste noces Joséphine Albert, 42 ans, infirmière, fille de Jean Albert et de Françoise Gauvin. OK? Gabrielle Albert, Michel Albert, c'est cette famille-là. C'était une grande femme, elle était infirmière, c'est pour ça que vous la voyez. C'est une photo prise à la Gordon Pugh. Et lorsqu'on était petits, moi je restais dans la maison chez Bernard Thériault, et des fois on se coupait, on s'amochait, on allait voir Mme Reeve, elle nous mettait du mercurochrome avec, ou de la teinture d'iote, puis un gros plaster, parce que vous savez, c'est intéressant cette histoire-là. Lorsque le premier gérant des Robins était venu, Yelton était venu pour la construction de l'usine, il avait fait bâtir la maison en face de chez Jérôme Pélantin, la maison Pierre qui a été montée, on dit récemment, c'était le docteur Frenet. Cette maison-là a été donnée au comté pour un hôpital. Et les sœurs Saint-Joseph de Frédéric, écoutez, on était encore dans la crise, ils n'avaient pas la capacité, si vous voulez, humaine surtout. Et c'est pour cette raison-là que l'infirmerie va être bâtie, une petite infirmerie va être bâtie à côté sur le terrain de la Gordon Pugh, parce qu'on avait les filetteurs, les filets de la mourir à la journée, puis beaucoup se coupaient. Et on voyait beaucoup de ces gens-là avec ce qu'on appelle en ce moment une catin. Une catin sur le pouce ou sur les doigts. Alors puis elle a 42 ans, et comme vous savez, le couple n'aura pas d'enfant à cet âge-là. Implication communautaire. Pendant près de 25 ans, Harry Reeve est très actif dans la communauté. Même plus que 25 ans. En 1906, il participe en achetant le mantelet de Monseigneur Allard pour la cérémonie de protonotaire apostolique dont le Monseigneur Allard obtient, qui lui donne le titre de Monseigneur, obtenu grâce aux Udis au collège auprès du Vatican. En 1919, il agit comme secrétaire de la réunion pour la fondation de la Chambre de commerce de Caraquet, sous la présidence du docteur Comeau, comme on a vu tout à l'heure. Lorsque le curé d'Égarec avertit les paroissiens de Caraquet qu'il doit se rendre en France, sa terre natale, pour voir son père qui est très malade, Harry Reeve, c'est lui qui se met à la tête d'une collecte, et 2 dimanches par après, on lui remet 500 $. 500 $, c'était de l'argent. Implication communautaire ensuite. En 1951, alors que le siège de sénateur du comté de Gloucester est vacant, Harry Reeve se porte-parole des partisans pour la nomination d'André Doucet, député résident de Paquetteville. Dans un long article dans l'Évangile, il écrit entre autres: « Parmi tous les personnages présentés par vos correspondants comme étant éligibles au Sénat, je ne vois pas un nom un plus digne, mieux qualifié, aussi méritant que l'honorable J. André Redoucet, actuellement ministre de la Reconstruction du gouvernement McNair. Citoyen, patriote, homme de culture et soigné et d'une grande capacité, il a une expérience politique longue et variée. » Il écrit beaucoup, En 1954, d'autres exemples, il reprend la plume dans un article pour que la pointe à Marseille sur l'île de Porchely soit aménagée d'un port en eau profonde. Vous savez, projet qui a ses origines de la construction du chemin de fer de l'intercolonial, parce que lorsque Stanford Fleming va faire l'étude du tracé du train, lorsqu'il arrive à Bathurst, il descend dans la péninsule et se rend à la pointe à Marseille, où il voit qu'il y a 40 pieds d'eau à la mer basse. C'est de l'eau, ça. Puis lui, il dit, c'est un port qui pourrait être ouvert presque à l'année. Il y a de l'eau en masse. Et on devrait faire ça. Évidemment, comme vous savez, la politique avec Kennedy Burns, Chipagan va dire, c'est très bien pas ici, vient pas pour des votes. Ça fait de Caraquet. On a coupé vers Saint-Simon et Chipagan. Ah, c'est Chipagan, là.
OK? Projet qui refait surface lors de la construction de la fonderie de Belle-Dune. Hein? Porchely me fait beaucoup penser à Port-Bouche. Hein? Il y a toujours un projet pour faire de quoi là, mais ils ne font jamais rien. Bernard, occupe-toi-en. Implication communautaire, on arrive fini. Ce protestant converti sera très impliqué dans les affaires de l'Église avec son épouse Joséphine. En 1947, en tant que chef du clan Reeve, il fait l'achat de la 4e station de croix de l'Église actuelle, sculptée par Médard Bourgault de Saint-Jean-Port-Joli. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est un homme intelligent. Okay? Il n'a pas choisi la chute. Il a choisi la rencontre. D'où l'intégration. C'était un homme d'une... Il était très fin de culture. OK? Soulignons également qu'il fut président du conseil scolaire et comme bon libéral, il participe à de nombreuses réunions publiques où, avec Arthur Pinette de Paquetteville, il réchauffe les salles. Réchauffer les salles, c'était des gars. Et moi, Arthur Pinette, j'ai bien connu, il a été souverainiste à l'éducation à Fredericton. Il avait le pouvoir. Hein? C'était des gars qui, avant que le candidat ou le député se présentait, eux autres faisaient des discours. Puis pas des petits discours. Hein. C'était des discours qui... Et Arthur Pinette, il était un champion de ça. Avec Harry Reeve. Écrivant à ses heures, il est un poète remarquable. En 1946, il publie chez un éditeur de Saint-Jean un recueil de poèmes intitulé « Selected Verse ». Pendant de nombreuses années, il publie divers poèmes dans les journaux, surtout anglophones, en spécifiant qu'il est de Caraquette. Il a fait connaître Caraquette au monde anglophone du Nouveau-Brunswick comme personne d'autre. 2 poèmes en particulier retiennent notre attention, « The Return of the Fleet » et « A Harbor Scene ». Et là, vous avez ces poèmes-là, et je vais vous donner la version française, juste pour vous dire, tous les poèmes sont par rapport à qu'est-ce qu'ils voient à Caraquette. C'est vraiment intéressant. Okay? La flotte de pêche arrive, et le mot se répand. Il force sur l'anse aux voleurs. OK? Au sud, loin, là-bas, change de cap, et puis louvoyant, craignant les flancs de l'île, qui souvent jouent de mauvais tours, même au marin roué. OK? Quand tu rentres, il faut que tu fasses attention. Bref, c'est des poèmes, c'est très bien. Moi, j'en ai une copie originale de ce recueil-là. Et il y a 3-4 ans passés, il a été un peu à l'honneur lors du Festival de la poésie qui se tient annuellement à la Fédération. Les derniers jours d'Harry Reeve, à l'hiver de 1957, âgé de 79 ans, Harry Reeve est hospitalisé à l'Hôtel Dieu de Cali pour des troubles cardiaques. Le 6 février, il rendit l'âme. Et ça, c'est sa maison restaurée. C'est pour ça que je vous dis, là, cette maison-là était pas mal maganée. Et la famille Bouffard l'a restaurée et ils l'ont déménagée. C'est où est maintenant la Flandrie, à côté de Rome-Hardware, c'est là qu'elle était. Et là, maintenant, elle est à l'arrière de chez la maison à Léon Gionnet. Okay? Pas tellement loin. C'est un exemple d'une restauration très bien faite. Le 6 février 1957, il rendit l'âme. Ses funérailles sont célébrées 3 jours plus tard devant une imposante foule. Les porteurs du cercueil sont Édard Robichaud, Fred Young, Walter Legrand, Gérard Desrobins, Jean-Paul Lantaigne, Gabriel Albert et Clarence Duguay. Vous voyez, vous avez des anglophones et des francophones. Alors, lorsque Harry Reeve arrivait à Caraquette du collège, c'était la scène qu'il voyait du Seagull. C'est beau, hein? L'île, le quai, hein? Avec le ruisseau des Chenards. Avant de terminer, autre personnage digne de mention, Alban Blanchard, qui a été, comme vous le savez, notre premier maire à Caraquette, qui a été comptable à la Gordon Pugh, bref, qui a
dont un de ses fils, Virgile, était Ulysse, un autre était évidemment médecin, marié avec une Genet, la sœur à Simon Genet de Bois-Caraquette. Monseigneur Théophile Allard, que vous voyez en bas, OK. Prosper le Bastard, que vous voyez là, qui était le curé, OK. Le docteur Edmond Haché. Le docteur Edmond Haché, vous le savez, est le premier médecin originaire de Caraquette. Et lorsqu'il gradue à l'Université Laval, OK, lorsqu'il revient, il est gradué, on lui fait tout un party à l'hôtel Dominion, OK, de Caraquette. Dédé Landry, hein, qui était, comme vous savez, Dédé Landry, il est décédé lors d'une croisière dans la Méditerranée. Séraphin Légère, hein, qui a été notre député de 1938, qui était maître chant à Caraquette, qui était organiste, bref, un homme très important, qui a eu 16 enfants. Robert Young, célèbre pour l'affaire Louis Mayou, et son fils, Frederick Temple Young, qu'on appelait F.T.B. Young, qui était le fils de Robert Young. Je remercie les personnes suivantes, Aline Landry, qui est toujours à mes côtés, puis Manu aussi, que j'ai oublié là, Yvon Cormier, le photographe, Samuel Landry, Société historique Nicolas Denis, le fils à Nicolas Landry, qui est gradué en muséologie, Philippe Basse du village historique acadien, Fidèle Thériault, Sylvain Lantin, directeur du musée, et finalement, la ville de Caraquette. Et là, vous avez cette belle photo du Château Albert, de l'hôtel Vendôme, qui est aujourd'hui l'hôtel Paulin, et l'hôtel Dominion. Hein, voilà. Alors, merci. C'est ça que c'est. Votez maintenant. On la semaine, le 26 novembre, si tout va bien, ça sera le prochain rendez-vous, et là, ça va être les personnes du 20e siècle, et là, il va y avoir des femmes. Okay? Il va y avoir des femmes, il va y avoir des hommes, puis il va y avoir du monde. Alors, venez. Merci beaucoup, Clarence. J'espère que vous avez apprécié et que vous pouvez maintenant faire votre choix sur le personnage que vous jugez qui a apporté le plus à la communauté de Caraquette. Et je vous invite le 26 novembre prochain pour la deuxième partie de ces personnages. Je vous invite à passer de l'autre côté. On va vous remettre un petit bulletin de vote, ou s'il vous plaît, remplissez-le, puis mettez-le dans la petite boîte. Prendrez un café, continuez à discuter avec nos conférenciers. J'ai juste une petite... OK? Ça se peut qu'il y en a parmi vous qui disent, là, ils n'ont pas parlé de celui-là. Vous savez, aux États-Unis, lorsqu'il y a élection, OK? Et vous avez la liste des candidats démocrates, républicains, des indépendants, mais vous avez aussi ce qu'on appelle le write-in. C'est-à-dire que vous dites, moi, il n'y a pas un de ces candidats qui m'intéresse. Vous pouvez écrire le nom de la personne qui devrait être élue. Ça s'appelle write-in. Un write-in. Aux États-Unis, ça marche. Là. Et ici, on fait dans toutes les élections. Alors, si vous pensez que votre belle-mère doit être reconnue, écrivez son nom. Ah oui. Alors, je fais partie aussi du l'UTA. J'ai tous des jobs payants, en passant. Je fais partie de l'UTA, l'Université de troisième âge, et on est en pleine période de recrutement. Okay? C'est-à-dire qu'on veut des membres. Ça coûte 20$ par année. Ça vous donne droit à des excursions, à des conférences, à toutes sortes d'activités, en plus de cours. Okay? Comme là, cet automne, le cours qui dure jusqu'au mois de décembre, à tous les mardis, je pense, c'est sur l'histoire de l'Europe de 1804 à nos jours, quelque chose du genre. Bref, c'est une organisation très bien rodée qui a 36 ans d'existence maintenant à Caraquette. Alors, si vous voulez devenir membre de l'UTA, vous pouvez toujours joindre Jean Saint-Cyr, Lise Légère, moi-même, bref, c'est très intéressant. On a à l'heure actuelle, je ne sais pas, 120 membres, mais tu sais, on veut se rendre à 1000. Bon, merci. Allez-y. Ces affaires-là. Eh, Seigneur David.
Ça sera probablement juste 2 minutes de votre temps. Vous avez vu à l'entrée qu'on avait un tirage. Ce tirage-là est une levée de fonds pour une citoyenne de Caraquette, je pourrais dire honorable, parce qu'elle a travaillé pendant 25 ans, elle travaille encore pour le Festival des Arts. Elle a dû avoir une greffe des 2 poumons, le 30 août à peu près. Donc, ça fait 2 mois qu'elle est à Montréal. Ça a très, très bien fonctionné. Même les médecins de Montréal, ça va être un exemple pour peut-être Montréal et le Nouveau-Brunswick. Et elle doit séjourner à Montréal encore 1 mois. Ça coûte assez cher d'hébergement. Elle devra retourner à Montréal plusieurs fois. Donc, on a pensé de faire un tirage. Il y a des gens aussi qui ont ramassé de l'argent. J'aimerais souligner Lise Paulin aussi, qui a déjà fait une collecte, et Joanne Boucher aussi. Et ce qu'on a fait, on fait tirer un tirage de 3 paniers, un panier de shoppers, qu'on va ajouter toutes sortes de choses, des billets de cinéma, de théâtre, et aussi le panier uni. Puis, il y a un panier de 3 conseillères, dont Nicole Hébert, Florence Albert et moi-même. C'est que la fin de semaine où on était à Fredericton pour l'Association des municipalités, il y avait un tirage silencieux et il y avait un immense panier que vous allez voir, c'était un panier du terroir du Madawaskok d'une valeur de 350. Ça fait, on s'est dit, tous les 3, on va dire biter, mais miser en français. Puis on l'a eu pour 205 $. Donc, on l'a donné pour le tirage. Et merci déjà pour... beaucoup ont donné beaucoup d'argent déjà. Là, beaucoup, ça en prend beaucoup. Donc, je vous remercie. Je vous invite à acheter des billets aussi à la porte. Alors, merci.